Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du patrimoine. Autopsie d'un cadavre exquis. D'une façon plus générale, l'homme pour les sciences sociales, ce n'est pas ce vivant qui a une forme bien particulière, une physiologie assez spéciale et une autonomie à peu près unique. C'est ce vivant qui de l'intérieur de la vie à laquelle il appartient de fond en comble et par laquelle il est traversé en tout son être, constitue des représentations grâce auxquelles il vit, et à partir desquelles il détient cette étrange capacité de pouvoir se représenter justement la vie. Michel Foucault, Les mots et les choses. Tout commence sans doute par une apparente aporie. Comment l'être peut-il simultanément s'absenter de l'être et signifier par cette absence même ? Grave problème philosophique qu'il est certainement plus simple d'illustrer par une métaphore littéraire. Dans une nouvelle d'Edgar Allan Poe, un personnage, féru de spiritisme et curieux de savoir quel état de conscience peut éventuellement se manifester après la mort, décide de se faire hypnotiser pendant son agonie. Quelques instants après le décès clinique, son hypnotiseur réussit à arracher au cadavre un énoncé bouleversant : « Je suis mort ». Impossibilité logique, incongruité terrifiante, paradoxe insoutenable qui ne peut se résoudre que dans une deuxième mise à mort spectaculaire. Une fois dissipé l'envoûtement médiumnique, une fois rompu le lien hypnotique, le cadavre va en effet connaître une décomposition accélérée qui rétablit l'ordre naturel et met fin au scandale du mort-vivant. Au-delà de l'anecdote scientiste et de la spéculation sémiologique, la problématique que pose ce conte fantastique me semble d'une brûlante actualité, à condition toutefois de reconnaître dans le cadavre exquis du nouvelliste américain une figure familière de notre environnement idéologique algérien. Question. Quel est donc ce monstre énigmatique qui est lui sans être lui, qui peut prendre des formes variées tout en restant identique à lui-même, qui participe à la fois du passé, du présent et même de l'avenir, qui prétend régenter la vie au nom de la mort? Non, il ne s'agit pas d'un spectre ou d'un zombie, mais bien de cet ectoplasme socioculturel que l'on nomme patrimoine. Contrairement à une opinion couramment répandue, le patrimoine ne peut se définir indépendamment des instances idéologiques qui lui octroient à la fois son statut, juridique, économique, culturel, et son apparence sociale. En réalité, il fait partie intégrante de cette vaste ingénierie sociopolitique chargée de la production et du contrôle du capital symbolique, et donc de l'identité collective, des sociétés modernes. De ce point de vue, et pour reprendre une analyse longuement développée dans l'œuvre de Michel Foucault, le parallèle s'impose de lui-même entre la médecine, au sens large, comme technologie de gestion et d'entretien du corps individuel, et l'institution patrimoniale comme système de surveillance et de régulation du corps social. D'une certaine façon, celle-ci contribue elle aussi au bon usage, c'est-à-dire à la conservation physique des archives et des corpus ainsi qu'au respect scrupuleux des normes de fonctionnement, de ce que l'on désigne habituellement sous l'appellation de mémoire collective, et que l'on associe d'emblée au paradigme identitaire de référence. Mais qu'en est-il vraiment du patrimoine en Algérie ? Ne sommes-nous pas confrontés au même type de paradoxe que celui que tente d'explorer le personnage d'Edgar Allan Poe ? Comment interpréter le rôle que joue dans l'histoire de notre pays un héritage culturel placé depuis des lustres sous haute surveillance ? Quelle est donc cette relation hypnotique, quasi pathologique que les Algériens entretiennent depuis des lustres avec un passé dont la décomposition-recomposition n'en finit pas ? À l'aube de ce troisième millénaire, ne faudrait-il pas se décider à entamer un véritable travail de deuil, afin de nous libérer, enfin, des omniprésents et omnipotents fantômes du patrimoine ? Le monstre et le monument. Revenons à la scène centrale de notre conte. Dans la phrase que profère la voix d'outre-tombe, il y a comme la réponse à une question non verbalisée et pourtant bien présente depuis le début du récit. Qui suis-je ? Se nous demande, en fait le mort, poursuivant ainsi une enquête entamée de son vivant. Cette question nous semble familière. À juste titre. C'est l'une de ces énigmes cruciales qui nous renvoie précisément au mythe d'Œdipe et à la problématique du monstre. En effet, lorsque le Sphinx demande au futur roi de Thèbes de deviner la nature de cet être étrange qui, doué d'une seule voix, a successivement 4 pieds, 2 pieds, 3 pieds et d'autant moins de force qu'il a plus de membres, qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 à midi et sur 3 le soir, il paraît évident qu'il pousse Œdipe dans ses derniers retranchements. Aux limites de son humanité.
En formulant cette proposition absurde, le monstre tente un piège philosophique et anthropologique au jeune homme. Par le jeu énigmatique du paradoxe, il lui présente un miroir dans lequel Oedipe va précisément être amené à reconnaître sa nature ambivalente, mi-humaine, mi-monstrueuse. L'épreuve cruciale dévoile ainsi la double dimension de l'homme à travers l'opacité d'un logo que l'on tenait jusque-là pour transparent. L'énigme résolue signifie à la fois la victoire du héros humain sur la bête, mais anticipe aussi sur sa défaite monstrueuse et sa métamorphose en parricide incestueux. En fait, la mort du père est au cœur de l'aventure humaine et se retrouve tout naturellement dans la problématique du patrimoine. Si cette question est aussi importante dans nos sociétés modernes, c'est donc d'abord parce qu'étymologiquement c'est celle du père et de sa mémoire. De ce point de vue, il est à peu près certain que les plus anciennes manifestations de cette propension éminemment culturelle à la conservation patrimoniale remontent au culte funéraire organisé par les premiers hominiens. Depuis, le culte des morts a connu toute une série d'évolutions plus ou moins radicales, mais chaque génération continue à porter le deuil du père. S'agissant de la gestion de la mémoire collective, il est à remarquer que les procédures et les corpus peuvent varier considérablement d'une société à une autre. Ainsi, suivant les époques, l'effort de préservation et d'investissement symbolique ne porte pas nécessairement sur les mêmes éléments culturels. Jusqu'à une date récente, les civilisations se succédaient dans une relative indifférence, voire dans une insouciante irrévérence à l'égard de la plupart des réalisations matérielles du passé. Il était rare qu'un monarque ou, plus généralement un pouvoir, décide de dépenser temps et argent pour conserver et ou restaurer un monument ou un objet appartenant à une dynastie déchue, ou à une formation socioculturelle condamnée. Hormis peut-être les éléments pour lesquels la persistance d'un usage pratique ou symbolique pouvait justifier une entreprise institutionnelle de sauvegarde. De façon générale, à l'intérieur d'un même continuum culturel, en dehors de la sphère domestique et privée, des pans entiers de la mémoire sociale étaient ainsi naturellement voués à disparaître. Pour ne pas parler des éléments qui relevaient des autres cultures, même voisines ou apparentées. On connaît par exemple le sort réservé par les dynastes de l'Antiquité babylonienne ou égyptienne aux capitales déchues. Les bâtisseurs de cette période n'hésitaient pas à démolir un édifice ou à dépouiller un vestige pour réemployer ses matériaux ou ses décorations. Plus près de nous, au Xe siècle, les Sanhajas détruisent Tlemcen et déportent sa population à l'est du pays pour peupler une nouvelle cité, Achir. Quant aux conquistadores espagnols, on sait ce qu'ils ont fait des merveilles architecturales des cultures précolombiennes. En fait, si la valeur d'exemplarité attachée à la notion de mémoire ancestrale est ancienne, elle ne s'est appliquée pendant des siècles et dans le meilleur des cas qu'à certaines réalisations intellectuelles ou artistiques. Témoin le travail de collecte des grammairiens et philologues arabes à Koufa, ou la redécouverte de l'héritage gréco-romain par l'Europe de la Renaissance. Dans cette perspective, la tradition conçoit d'abord la mémoire collective comme un corpus de signes, à l'instar de l'énigme d'Oedipe, comme un cisailleuse de symboles institué par la puissance divine et organisé au fil du temps pour l'instruction des vivants. Elle remplit bien une fonction démonstrative au sens étymologique, transformant tel objet mémorial en monument exhibé, monstré, à dessein et destiné à l'édification des foules. Dans cette perspective, pendant des siècles, c'est le monstre lui-même qui manifeste par sa nature ambiguë la complexité de l'univers et l'omnipotence d'un ou des dieux X créateurs S. Comme l'explique Claude Kapler à propos de l'Occident médiéval. Le monstre, le prodige sont pour le Moyen-Âge des signes qui précèdent et préfigurent des événements, qui en sont l'avertissement à travers un sens caché, c'est pourquoi monstre et prodige sont matière à interprétation pour ne pas dire à divination. À toutes les époques du Moyen-Âge, mais plus particulièrement à la fin et encore plus au XVI siècle, le monstre a été pris pour un signe prémonitoire. Figurant en bonne place dans le grand livre de la nature, le monstre rappelle donc aux humains les limites de leur humanité, et par là même, la fragilité de toutes les conventions et l'arbitraire des formes de représentation collective. Ainsi, dans un écrit de 1611 consacré aux médailles, Antoine Rascas explore l'étymologie du monument. Il y reconnaît plusieurs significations dont l'une, particulièrement profonde, selon lui. Le nom général de monument qui vient du latin monitor,
pour signifier toute chose qui admoneste les absents ou de lieu ou de temps de la mémoire de quelque sujet, semble d'autant plus nécessaire d'être reçu dans ce discours, que l'autre nom de monument se trouve trop restreint par l'usage du vulgaire, qui est le maître du langage, à signifier particulièrement les sépulcres des morts, qui sont aussi faits pour la mémoire. Bien que le contexte littéraire et idéologique y soit pour le moins favorable, on pourra néanmoins s'étonner de ce rigorisme lexical et trouver peut-être superflu le recours à un doublet monument pour désigner un même objet mémoriel. En réalité, il semble qu'il s'agisse là essentiellement d'une incitation pour le lecteur à revenir au sens premier du latin, monere, monitio, et ce afin de réveiller sa conscience morale en ravivant en quelque sorte sa mémoire linguistique. Le monument prend alors valeur de remon estrens. Il a pour fonction d'évoquer tel élément symbolique de la mémoire anthropologique du groupe, et participe à ce titre du culte des ancêtres. Cependant, comme le héros monstrueux de la tragédie antique, à l'image du zombie d'Edgar Poe ou du squelette apostrophant le pèlerin du fond de sa crypte, il doit également inspirer une terreur sacrée. « J'étais ce que tu es, tu seras ce que je suis ». Le monument a donc valeur d'exemple et d'avertissement. Tout à la fois commémoration et admonestation, la mémoire combine ainsi les deux valeurs fondamentales de toute tradition. La tradition entre les marges. Car il faut le signaler, avec la primauté de l'ordre monumental, nous nous situons encore dans une culture de type traditionnel. C'est-à-dire à l'intérieur d'un système qui organise la vie collective et assure la cohésion et la reproduction du groupe à travers le temps et l'espace suivant un modèle itératif comme les anthropologues l'ont observé depuis longtemps. La répétition, remémoration est en effet au cœur du système traditionnel. Il s'agit d'abord, de génération en génération, de reproduire plus ou moins fidèlement les schèmes comportementaux et les techniques d'intervention les mieux adaptées aux conditions socio-écologiques locales. Cependant, le caractère fondamentalement imitatif de la tradition ne signifie nullement que celle-ci ignore la création. Comme nous allons le voir, elle repose également sur une sorte de principe de variation, qui travaille de manière profonde et continue la masse considérable des pratiques, des discours et des représentations. Qu'elle emprunte les chemins de l'oubli sélectif ou ceux de la création, improvisation, la variation introduit dans toute tradition une dimension dynamique qui tempère la rigueur volontiers stérilisante du cycle reproductif. À l'exception de certains éléments culturels, l'évolution peut alors toucher n'importe quelle partie du système traditionnel. Pour peu qu'elle soit entérinée par la communauté, toutes les combinaisons sont possibles, y compris celles qui semblent a priori improbables ou impossibles. L'ordre traditionnel intègre ainsi jusqu'à la possibilité de l'exception innovante, et ne répugne pas à l'occasion, à faire même un usage étonnant de l'excentricité. On a beaucoup glosé sur les facteurs de conservatisme au sein des sociétés traditionnelles. À juste titre puisque ce sont ceux qui se manifestent avec le plus de vigueur et de netteté. Résistance des pratiques ancestrales, rigorisme des valeurs fondatrices, clôture des discours éthico-normatifs, autant de phénomènes particulièrement développés dans des formations sociales encore peu touchées par le mode de production capitaliste ou au contraire, dans un contexte d'agression et de domination. À titre d'exemple, comme l'ont montré nombre d'études historiques et anthropologiques, on peut considérer que jusqu'au XIXe siècle, la plupart des sociétés du bassin méditerranéen avaient connu des évolutions à peu près comparables. Les transformations structurelles demeuraient relativement limitées, et elles présentaient de plus des caractéristiques assez similaires d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Spécialement dans le monde paysan, les ressemblances étaient frappantes: outillage, méthodes agraires, modes d'habitation, habitudes alimentaires, pratiques magico-religieuses et symboliques. Plus généralement, tant pour ce qui concernait l'organisation socio-économique, les structures de parenté, les stratégies matrimoniales, que pour ce qui était des modes de transmission des techniques, des biens et des valeurs, des institutions culturelles ou de l'imaginaire communautaire, on observait en fait une remarquable continuité depuis au moins l'Antiquité, voire pour certains aspects depuis la Révolution néolithique. L'importance de cette sorte de résilience socio-culturelle, associée à la faculté d'autoconservation vigilante propre aux vieilles sociétés, en particulier rurales ou nomades, et qui leur a permis de traverser les siècles en préservant l'essentiel de leur substance,
ne doit cependant pas occulter le fait qu'elle s'est toujours accompagnée d'un processus non moins essentiel et lié, quant à lui, à l'oubli. Cette observation peut paraître étrange dans la mesure où l'oubli est généralement considéré comme une défaillance, une ratée de la mémoire, comme une manifestation psychique aberrante, voire pathologique, aux conséquences éventuellement sévères aussi bien pour l'individu que pour la communauté. L'homme sans mémoire ressemble quelque part à un zombie, créature paradoxale flottant entre deux états incompatibles, livrée au dérèglement du flux temporel, sans espoir de salut. Il s'apparente alors au fou, lui aussi incapable de se repérer dans l'espace-temps et qui vit dans une espèce de présent continu, sans aucune ouverture vers l'avenir. À cet égard, Marc Guillaume rappelle fort à propos que l'on peut distinguer deux formes d'oubli, entre lesquelles s'étend un spectre continu de niveaux de mémoire. L'oubli qui laisse échapper sans résistance une multitude de faits insignifiants, laissant donc de côté la question de savoir s'il n'en reste finalement aucune trace, celui qui, au contraire, concernant des éléments importants pour la vie psychique, peut s'analyser comme refoulement, comme lésion de la mémoire. 33. Qu'il soit volontaire ou accidentel, si on le rapporte à l'échelle des sociétés humaines, faut-il persister à envisager l'oubli comme le signe d'un dysfonctionnement ? Dans quelle mesure est-il réellement préjudiciable à la pérennité du groupe quand il semble devoir affecter son image, telle qu'elle est projetée dans le temps et l'espace ? En fait, il semble que considérer l'amnésie comme une perte ou mieux, comme une absence à soi, soit le propre de nos sociétés modernes. Les communautés traditionnelles, pourtant réputées comme étant particulièrement conservatrices, ont toujours intégré ce facteur déterminant de l'évolution socio-culturelle. En tant que modalité de la perte, l'oubli permet en fait d'opérer une sorte de tri permanent à l'intérieur du fond sans cesse augmenté jusqu'à la folie, des éléments culturels. Il joue un rôle crucial dans la gestion du stock imaginaire, et réajuste l'offre et la demande symbolique en élaguant les pratiques ou les représentations devenues caduques pour ne retenir que celles qui offrent une fonctionnalité suffisante et une pertinence acceptable aux yeux des acteurs sociaux. Par ailleurs, et comme signalé précédemment dans le même temps où elles oublient, les sociétés ne cessent d'innover. Même si les rythmes de l'innovation sont différents suivant les cultures et les moments, il est évident que l'existence d'une solide tradition n'implique nullement la fermeture à toute innovation. À l'encontre de nombre d'idées reçues, les sociétés, certes de moins en moins nombreuses, où continue à prédominer la dynamique traditionnelle, sont animées de mouvements centrifuges et centripètes qui brassent les conduites et les valeurs de manière incessante. La tradition y apparaît alors non plus comme un cadre abstrait, figé pour l'éternité mais beaucoup plus comme un véritable champ de force, producteur de tension et d'énergie qui joue de manière parfois combinée et parfois antagoniste, mais dont la résultante exprime en définitive le consensus de l'ensemble de la communauté parvenue à un certain stade de son évolution. Qu'il s'agisse de pratiques religieuses, juridiques, esthétiques, voire amoureuses, la tradition ne cesse ainsi de se transformer tout en s'auto-régulant dans une succession de micro-conflits et de micro-fusions, à travers un réseau d'affrontements, d'accommodements et de négociations. À ce titre, l'hérésie comme l'outrance joue un rôle fondamental dans les métamorphoses de la doxa, et l'on ne dira jamais assez l'importance de la marge dans l'élaboration de la norme. De même, les usages habituellement qualifiés de délinquants, au même titre que les tactiques interstitielles ou transversales sont indispensables à la production de la loi. Comme d'autres, tout au long de leur histoire, les cultures maghrébines se sont elles aussi constituées dans un jeu dialectique complexe entre ouverture et fermeture, rigorisme et permissivité, ordre et désordre, exclusion et intégration. Que l'on envisage par exemple le statut des minorités ou des groupes dominés, esclaves négro-maghrébins juifs ou berbères judaïsés, chrétiens, chanteuses et musiciens, prostituées, homosexuels, etc. Dans la cité traditionnelle, les pratiques magico-religieuses en milieu féminin, la place de la rurbanité dans les usages linguistiques et poétiques, les ruses syncrétiques de la jurisprudence, au accent circonflexe RF, etc. Et l'on se rendra rapidement compte de l'étendue des domaines où se sont joués depuis des siècles les contours de la légitimité et les frontières de la doxa. Combien de poèmes célèbres, du répertoire andalou par exemple, souvent chantés par des femmes et même des jeunes filles, présentent ainsi un mélange pour le moins curieux d'érotisme et de dévotion. Combien de pratiques quotidiennes portent encore les traces d'un imaginaire pré-islamique ?
Combien de lieux-dits témoignent toujours de la combinaison séculaire des croyances autochtones avec les religions importées, christianisme, judaïsme, islam. Combien de patronymes courants révèlent aux chercheurs ou aux simples curieux une origine étrangère, ou simplement métisse, résultat des nombreux mouvements de population du sud au nord, d'est en ouest et d'orient en occident. Ainsi, la fonction paradoxale, mais essentielle, de l'hétérodoxie est de susciter et d'entretenir la quête du sens. Par la contradiction et même la subversion, elle n'en finit pas d'alimenter en quelque sorte ce processus majeur dans la vie de toute société humaine. D'une certaine manière, c'est par le verbe iconoclaste du poète et ou par les recherches ésotériques, de la magicienne ou du chaman, que l'aventure sémiologique du groupe peut aussi se prolonger et se renouveler. Par là même, la mise en forme et les modes de représentation des questions essentielles posées par l'existence et la pérennité d'une communauté. Avec l'oubli, l'hérésie en ses diverses déclinaisons, représente paradoxalement l'un des moyens mis au point par les acteurs sociaux pour gérer le changement et assurer la poursuite du projet collectif. Le dur désir de durer, à travers les gouffres du temps et les ombres de la mort. Les ruines et le bazar. Cette mort qui ne nous quitte pas d'une semelle, qui nous hèle et nous harcèle. Et ces hommes qui s'ingénient à la comprendre, qui s'épuisent à vouloir la raisonner ou mieux encore, la raisonner. En fait, chaque civilisation se construit à sa manière comme une réponse à la question fondamentale de la mort. Certaines cultures ont choisi de la masquer ou de l'exiler aussi loin que possible, hors des murs de leur imaginaire. D'autres, les plus nombreuses, ont décidé au contraire de la placer au centre de leur aventure existentielle, escomptant ainsi peut-être, par l'effet de cette sorte de mise en abîme quasi obsessionnelle, pouvoir l'apprivoiser, à défaut de l'oublier. Par le rituel et la célébration, elles ont fait de cet événement énigmatique et scandaleux le cœur même de leur organisation sociopolitique et de leur imaginaire. Prenons quelques exemples. Les communautés dites primitives. Les sociétés archaïques d'Asie ou d'Amérique ignorent souvent ou nient purement et simplement la distinction entre vie et mort. Celle-ci ne prend forme et sens qu'à partir de l'instauration du rituel sacrificiel, quelles qu'en soient les modalités. L'extraordinaire dépense d'énergie à laquelle il donne lieu n'a d'autre fonction que de permettre d'articuler socialement la problématique de la perte. Dans un univers peuplé de puissances souvent hostiles, la mise en œuvre à intervalles réguliers des cérémonies du sacrifice équivaut à une remémoration périodique des rapports ambigus, de contiguïté et d'exclusion, entre le monde des vivants et celui des morts, à une réactualisation nécessaire et solennelle des limites entre l'univers des hommes et celui des dieux. Ainsi, dans les cultures précolombiennes et mexicaines en particulier, le clésio nous rappelle que l'univers est fait de mort. Le vent, l'âme même de Quetzalcoatl, vient des 4 bornes du monde, qui sont les limites des séjours de l'au-delà. L'Orient, le domaine des dieux Tlaloc, d'où souffle le vent Tlalocayotl. Le Nord, domaine de l'enfer Mictlan, d'où vient parfois le vent furieux Mictlampahekatl. L'Occident, domaine des déesses maléfiques Siuapipiltin, d'où souffle le vent froid du malheur et des maladies. Le Sud, demeure des déesses Huitznawa, d'où souffle le vent Huitzlampahekatl, le vent dangereux. Entouré de vent et de mort, comment l'homme pourrait-il être libre? On peut imaginer que c'est précisément pour aménager un espace propice à cette impérieuse nécessité de se prolonger dans le temps, à cette bouleversante persévérance dans l'être, Spinoza, qui fait sa spécificité, que l'homme investit très tôt dans des dispositifs mémoriels plus ou moins importants, temples, pyramides, panthéons, hôtels, mausolées. Ces constructions monumentales, au double sens évoqué plus haut, instaurent là encore un ordre dans le désordre, une organisation intelligible dans un univers en proie simultanément à l'expansion continue et à la désintégration inéluctable. De fait, pour les premières communautés humaines, la Terre n'est habitable que si la place des êtres et des choses est clairement assignée suivant leur nature prédéfinie. Ainsi, l'espace des morts doit être distinct, mais non disjoint de celui des vivants. Topographiquement et symboliquement, ces 2 séjours sont de fait toujours proches, car la vie participe de la mort, comme ne cessent de le manifester les différents cycles naturels et cosmologiques dont la célébration occupe une place fondamentale dans la vie de la communauté. À travers une grande variété de formes et de dimensions, depuis les tumulus de la préhistoire jusqu'aux pyramides d'Égypte en passant par les urnes funéraires des Romains et les humbles stèles des peuples nomades,
le monument ne cesse de convoquer et de célébrer cette essentielle proximité. Si la dégradation de l'objet mémoriel sous l'effet combiné du temps et des éléments est chose somme toute banale, certaines sociétés feront toutefois de cette transformation inéluctable un paradigme majeur de leur imaginaire collectif. Ainsi, dans l'Europe du XVIIIe siècle, le vestige architectural connaît un engouement sans précédent. Dans la continuité du baroque, les artistes comme le public cultivé se mettent à développer et à entretenir une sorte de culte étonnant pour les ruines solitaires, tombeaux saints, murs silencieux. La belle ruine va finir par devenir un véritable topo dont la fortune durable peut légitimement surprendre, d'autant plus qu'elle intervient dans le champ symbolique de l'Occident à un moment où celui-ci inaugure sa modernité par une rupture décisive avec les ombres du passé. On pourrait penser qu'au moment où elle lance sa révolution industrielle, à l'heure où elle achève de noyer dans les eaux glacées du calcul égoïste les frissons sacrés de la piété exaltée, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise, la bourgeoisie occidentale est a priori peu encline à des épanchements affectifs anachroniques. Mais c'est peut-être là, précisément, dans le paradoxe d'une entreprise révolutionnaire menée tambour battant sur tous les champs de bataille européens, hanté par les innombrables spectres de ses victimes, qu'il faut chercher la raison de cette mode macabre. Au fond, ne peut-on pas avancer que le culte de la ruine fonctionne comme la mise en scène collective d'un fantasme de mort au cœur du paysage imaginaire et horticole de la France romantique ? Comme si cet artefact était destiné à symboliser, en le facilitant, le travail de deuil qu'entreprend nécessairement, sans toujours s'en rendre compte, une société en crise, en proie à des contradictions violentes qui ne peuvent se résoudre que dans le sang. Certes, le mythe du progrès perpétuel enthousiasme le siècle des Lumières, mais l'avenir prométhéen de l'homme occidental y manifeste déjà sa face cachée. L'homo economicus doit désormais affronter la perte du sens. Comme le rappelle Max Weber, Abraham ou les paysans d'autrefois sont morts vieux et comblés par la vie, parce qu'ils étaient installés dans le cycle organique de la vie, parce que celle-ci leur avait apporté au déclin de leurs jours tout le sens qu'elle pouvait leur offrir, et qu'il ne subsistait aucune énigme qu'ils auraient voulu encore résoudre. L'homme civilisé au contraire, placé dans le mouvement d'une civilisation qui s'enrichit continuellement de pensées, de savoirs et de problèmes, peut se sentir las de la vie et non comblé par elle. C'est pourquoi la mort est à ses yeux un événement qui n'a pas de sens. La vie du civilisé comme telle n'en a pas non plus, puisque du fait de sa progressivité dénuée de signification, elle fait également de la vie un événement sans signification. 41. D'où, dans cette perspective, l'importance de l'objet mémoriel et la vogue considérable de la ruine au tournant de la Révolution. Symbole du temps qui passe, mais d'un temps chargé de mémoire et donc de sens, ce monument installe le sujet qui le contemple, propriétaire ou visiteur, dans un rapport de nostalgie et d'exaltation dont l'art romantique fera un usage abondant et varié. Au moment où le vieil ordre politique, économique et culturel de l'Europe bascule dans l'ère moderne, tandis que commencent à disparaître les anciennes valeurs liées aux vieilles paysanneries et autres guildes artisanales, l'Européen se surprend à s'interroger sur la portée de son aventure. Il se tourne alors vers un passé idéalisé pour y puiser des références idéologiques et des représentations mythiques, pouvant légitimer les nouvelles institutions dont se dote alors l'État-nation, en les ancrant dans un continuum historique. Rappelons que c'est principalement en Allemagne que ce mouvement d'inspiration romantique s'est d'abord développé. Après Herder et Hegel, auxquels on doit l'expression Volksgeist, esprit du peuple, les poètes allemands redécouvrent ainsi l'âme du peuple, Volkslied, et surtout la créativité populaire, Volksdichtung. Dans ce contexte hautement symbolique et par les soins vigilants d'un État désormais considéré comme le garant de la mémoire nationale, un véritable corpus patrimonial va peu à peu se constituer pour prendre ainsi la place d'une tradition agonisante. Mais il est incontestable que cette phase historique est souvent vécue sur un mode ambivalent. Chez les artistes et les intellectuels en particulier, l'heure est souvent à la mélancolie, voire au regret, presque au remords. Mais qui ou que pleure-t-on au juste ? Non pas seulement l'homme originel, mais plus généralement le bon sauvage, où qu'il se trouve, des vastes déserts du Nouveau Monde aux foisonnantes métropoles du vieux croissant fertile, en passant par tous les espaces intermédiaires des sociétés vestiges d'une ruralité archaïque en voie d'extinction.
Cette déploration n'est toutefois pas exempte d'arrière-pensée ou de visée polémique. Qu'on relise ici les écrits des grands noms de la littérature romantique, à commencer par Chateaubriand, et l'on sera surpris par le discours contradictoire qui s'y développe dès qu'il s'agit d'évoquer la campagne, la province ou plus généralement l'ailleurs géographique. Condescendance et enthousiasme, ironie et tendresse, nostalgie et irritation, préjugés racistes et sensiblerie s'y mêlent de manière parfois inextricable. Mais il reste que de George Sand à Eugène Fromentin, d'Alphonse Daudet à Gérard de Nerval, de Gustave Flaubert à Guy de Maupassant, l'écriture ne peut que prendre acte du divorce consommé entre le signe et le sens. Nous entrons décidément dans l'ère de ce que Charles Baudelaire désignera sous le nom de « modernité ». Celle-ci commence par transformer le monde en un gigantesque caravansérail où les élites bourgeoises vont trouver un remède provisoire à leur spleen, et une compensation illusoire face à un déficit sémiologique chronique dont l'origine est à chercher dans la nature même du statut socio-historique de cette intelligentsia. C'est dans ces conditions que se constitue le musée imaginaire du patrimoine européen, intégrant un nombre de plus en plus grand d'éléments culturels empruntés aux cultures dominées, qu'elles appartiennent à la même ère culturelle, Espagne, Italie ou à d'autres, plus éloignés dans le temps et l'espace, Orient, Maghreb, Asie, Amérique. Parmi les éléments thématiques les plus significatifs de ce très important corpus, on relèvera celui relatif au bazar oriental. Au XIXe siècle, ce dernier fait partie des leitmotifs quasi obligés de tout récit de voyage en Afrique du Nord ou en Égypte. On les retrouve pour l'essentiel, dans la littérature et la peinture de cette période. Mais qu'est-ce donc que cet espace emblématique pour un Européen engagé dans une expédition au long cours, si loin de ses vieux parapets, sinon le lieu de l'exotisme par excellence, l'allégorie socioculturelle d'un certain Orient imaginaire élaboré à partir de stéréotypes et de poncifs, dont quelques-uns remontent probablement aux croisades. C'est aussi, faut-il le préciser, le terrain privilégié d'un certain orientalisme, considéré comme l'une des branches du folklore. Cette science du peuple en arrive à produire en fait une image du dominé à l'usage du dominant, avec les rapports de pouvoir impliqués dans cette relation. Elle reconduit et légitime ainsi le regard esthétisant et ou pseudo-scientifique des savants et artistes européens sur les barbares et les cultures de la marge, ou de la périphérie, paysannerie asiatique, pègre française ou encore peuplade nègre, indienne ou mauresque des colonies, etc. Car ce que l'on pourrait qualifier de syndrome du bazar ne touche pas que l'Orient ou le Maghreb. En réalité, l'exotisme commence bien souvent aux portes de Paris. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à relire Guy de Maupassant portraiturant ses paysans normands, Eugène Sue décrivant les Apaches de Paris ou encore Alphonse Daudet évoquant les bandits corses et les montagnards algériens dans les Lettres de Montmoulin. S'agissant de ce texte fameux, certainement l'œuvre la plus connue du cursus scolaire français, le nouvelliste y exprime bien toute l'ambivalence idéologique du bourgeois parisien partagé entre son amour pour la capitale et ses lumières et sa nostalgie pour le vieux pays des moulins. On y repère aisément le désarroi de l'intellectuel pris entre les angoisses de la modernité et les fantômes d'une civilisation traditionnelle en harmonie avec la nature et le cosmos. Comme on le sait, des générations d'écoliers apprendront par cœur des passages entiers de ce recueil de nouvelles. Preuve, s'il en fallait, de son appartenance indiscutable au patrimoine littéraire hexagonal et de la pérennité d'une certaine image de l'autre dans l'imaginaire français dominant. Jeunesse du patrimoine. Ainsi, si la tradition a une longue histoire derrière elle, le patrimoine, quant à lui, est une invention de la modernité occidentale. Pour être plus précis, nous dirons que l'idéologie patrimoniale est fille de la Révolution française. C'est-à-dire de l'effort héroïque et concerté d'une classe pour s'inventer une légitimité et fonder une nouvelle norme à la hauteur de ses ambitions politiques et économiques. Rappelons à ce propos qu'au moment même où elle nationalise le maître, par un décret du 6 mai 1791, la Convention transforme le Louvre, résidence des rois de France, en muséum central des arts de la République. Il semble évident que la coïncidence entre ces deux décisions n'est ni fortuite ni gratuite. Dans les deux cas, une nouvelle étalon de mesure, physique et ou idéologique, s'impose désormais à tous les citoyens. Ce faisant, la culture républicaine de la bourgeoisie va dorénavant se dresser non seulement face à la vieille culture aristocratique des ci-devant,
mais aussi face à la culture traditionnelle de la paysannerie. Une lecture littérale et rapide du scénario révolutionnaire de 1789 pourrait nous amener à considérer le rapport entre patrimoine et tradition à partir de l'antinomie ordre républicain-ordre aristocratique. Mais dans ce domaine, les choses sont plus complexes. En l'occurrence, il y a tradition et tradition. S'agissant de celle héritée de l'Ancien Régime, dont elle participait en fait culturellement depuis longtemps, la bourgeoisie française va lui faire subir un subtil détournement. Elle réquisitionne, là encore à son profit, la majeure partie du capital symbolique de la classe qu'elle vient d'éliminer, prétendant ainsi en élargir l'accès à l'ensemble de la nation, voire à toute l'humanité. Mais en définitive, par-delà leurs valeurs idéologiques posées comme universelles, les modèles éthiques et culturels, littéraires, picturaux, architecturaux, etc., de la bourgeoisie française sont finalement ceux de l'Ancien Régime. Au bout du compte, l'avènement du patrimoine dans le paysage idéologique français résulte bien d'un coup de force historique. Celui-là même qui a déjà conduit la Révolution au régicide. Après avoir renversé l'ordre de la tyrannie, la bourgeoisie se propose à présent d'imposer et de répandre le règne de la raison. Raison d'État, il va de soi, qui remplace, tout au moins formellement, la dictature du père, en la personne du roi, par celle du peuple. Cette nouvelle religion de la nation récupère, réévalue et institue en fonds patrimonial public un capital idéologique administré par les nouvelles élites, pour le bien de la collectivité tout entière. Elle nationalise de facto un stock de pratiques et de symboles culturels constitués depuis des siècles sous l'égide des anciennes classes dominantes, féodales et aristocratiques. Quelques décennies seulement après la prise de la Bastille, le patrimoine participe désormais de la culture républicaine et fonctionne déjà comme un substitut des anciens dogmes politico-religieux, absolus et intangibles. Ce dogme, laïque, cela va de soi, instaure lui aussi un nouveau système de croyances fondé sur une lecture moderne des humanités. Inspiré des Lumières, le culte du savoir et de la science va d'ailleurs très vite organiser sa propre liturgie, avec son corpus, ses rites et ses officiants. Après la bibliothèque et avant l'école républicaine, le musée fait ainsi désormais concurrence à l'Église. Cet espace ambigu désigne, matérialise et célèbre le processus quasi-alchimique par lequel se produit la transmutation de l'objet en valeur. Catalogué, exposé et admiré, le patrimoine est donc conçu comme une collection d'exemplats, véritable réservoir des vertus républicaines incarnées dans les chefs-d'œuvre de l'esprit humain. Nous disposons d'une splendide illustration de cette démarche pédagogique et prosélyte, avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Qu'est-ce en effet que cette somme scientifique exceptionnelle sinon un véritable musée de papier, à la gloire de l'esprit d'innovation de l'homme industriel, un monument d'érudition pour célébrer la créativité de la bourgeoisie européenne du XVIIIe siècle. La visée muséographique et l'idéologie patrimoniale se conjuguent ici parfaitement. La frénésie conservatoire et archivistique qui s'empare de l'Europe à cette époque, permet en tout cas, la mise en place matérielle d'un mythe qui accompagnera désormais l'imaginaire patrimonial et le développement industriel et économique capitaliste. C'est le folklore, dont il a déjà été question, et ses dérivés. Inventé en 1846 par l'anglais W.J. Thom, cette notion, au contour pour le moins flou, s'appliquera à une large variété de pratiques et productions culturelles propres aux classes dominées, common people dans la définition de Thom, qu'il s'agisse des bouseux et autres croquants de la province française, des indigènes des colonies d'outre-mer ou encore du prolétariat des villes et des grands centres industriels. Or, pour ce qui est de la tradition culturelle paysanne, il apparaît évident que cette dernière entame alors un processus inéluctable de désintégration. D'abord lent mais irréversible, ce processus accompagne en fait l'élimination progressive de la paysannerie elle-même en tant que classe sociale. On appréciera au passage le paradoxe, généralisable aux autres types de cultures subalternes, que représente cette promotion spectaculaire d'un paradigme patrimonial largement inspiré par une ruralité mythique, au moment même où l'on assiste à la disparition programmée de la tradition populaire précapitaliste française. Dans le contexte révolutionnaire, le centralisme jacobin, d'essence urbaine à la fois dans son histoire et dans ses pratiques,
va désormais imposer sa marque dans la gestion idéologique de la culture nationale en organisant de façon autoritaire la captation, la structuration et la redistribution des biens et valeurs culturelles. À l'intérieur de ce cadre, l'école jouera, comme on le sait, un rôle central, au cœur d'un dispositif qui implique fondamentalement la production et la reproduction des nouvelles élites. Avec l'enseignement des valeurs patrimoniales de la nation, les maîtres et instituteurs se verront confier la lourde tâche de répandre jusqu'au fond des campagnes françaises les principes et symboles de l'ordre républicain, participant ainsi de facto à la disqualification, liquidation d'une part importante de la mémoire collective traditionnelle, avec sa logique et ses repères séculaires. Mais revenons un court instant en arrière. En effet, il est important de relever que, essentiellement sous l'influence des intellectuels allemands, la révolution romantique européenne contribue à accentuer fortement la dimension populiste du paradigme qui nous occupe ici. Enthousiasmés par la naissance à travers l'Europe de nouveaux systèmes politiques, les États-nations, les artistes et idéologues se réclamant du Sturmandrang surinvestissent massivement, tant sur le plan affectif que théorique, dès lors qu'il s'agit pour eux de décrire ou d'évoquer les diverses sortes de manifestations populaires, c'est-à-dire représentatives du génie du peuple, ce dernier étant défini comme l'instance suprême de légitimation, seule garante du sens de l'histoire. Dans la constitution du corpus patrimonial, aux emblèmes hérités de l'ancienne culture dominante, avec ses références essentiellement classiques et aristocratiques, vont alors venir s'ajouter les reliquats d'une tradition rurale de plus en plus anachronique et résiduelle du fait des bouleversements induits par l'introduction des méthodes et des techniques propres à la modernité. Dans ce contexte, et à titre d'illustration, on peut évoquer l'idéalisation de Laëde, héritier putatif d'Homère et d'Ossian, et son accession au rang d'artiste, et non plus de simple artisan. C'est là un bon exemple de ce véritable travail d'embaumement de la mémoire populaire, effectué de manière méthodique par l'élite intellectuelle bourgeoise sur une période de plusieurs décennies. Dans la première moitié du XXe siècle, les temps ayant changé et les antagonismes de classe s'exprimant désormais de manière plus dure, un autre concept, moins connoté, fera son apparition. Il s'agit de celui de culture populaire. On sait la longévité et les retentissements idéologiques et institutionnels de ce grand mythe français, jusqu'à Malraux. On se souvient certainement de la grande aventure des maisons de la culture ou des festivals d'été, Avignon, qui fleurissent à travers toute la France dans les années 1960. C'est ainsi qu'au nom de la promotion du patrimoine, les pouvoirs publics de l'époque entendent célébrer la grand-messe du peuple et de l'État sur la scène d'une histoire enfin pacifiée et transformée en un vaste et solennel musée imaginaire. Pourtant, à partir des années 1970 à 1980, une nouvelle vision du patrimoine, à la fois plus ample et plus complexe, tend à se répandre dans les médias et les publications spécialisées. Elle rend compte d'un changement important dans l'opinion publique française, désormais beaucoup plus sensible au phénomène patrimonial, et ce pour des raisons complexes où entre probablement un sens plus aigu de l'identité nationale face aux premières manifestations de la mondialisation. Cette évolution s'accompagne de révisions critiques plus ou moins déchirantes dans le domaine des recherches théoriques, comme dans celui des politiques culturelles. Cette tendance lourde s'est accentuée ces dernières années. De fait, nous sommes aujourd'hui confrontés en France à une véritable inflation patrimoniale dont on peut se demander si elle répond véritablement aux seules exigences de la prise en charge institutionnelle d'une mémoire postmoderne hypertrophiée, ou si elle ne s'inscrit pas plutôt, et de plus en plus dans une logique économique, celle qui régit l'univers de la grande distribution et du marketing. On aurait alors affaire à un phénomène commercial qui exploiterait ce curieux sentiment collectif, sans doute propre à la postmodernité occidentale, souvent désigné par une formule franglaise, la nostalgique attitude. Pourtant, et de manière assez paradoxale, loin des grandes célébrations médiatiques et des kermesses promotionnelles pour grandes surfaces, les conservateurs et muséologues français se montrent volontiers inquiets quant à l'avenir du patrimoine. Ils expriment souvent de sérieuses réserves tant sur les tendances lourdes de la consommation culturelle, que sur l'implication réelle des administrations de tutelle. Qui plus est, selon ces spécialistes, l'intégration européenne ne ferait que compliquer les choses en favorisant une fuite en avant des autorités institutionnelles, décidément réfractaires à la fameuse question identitaire. Fonctionnaires, experts ou universitaires,
Ils sont à présent nombreux à partager le sentiment pour le moins pessimiste de Martine Ségalen. Dans une des dernières livraisons du journal du CNRS, cette ancienne directrice du Centre d'ethnologie française, rattachée au Musée des Arts et Traditions Populaires de Paris, écrit en effet qu'il incarne une identité nationale ou régionale, le patrimoine est en crise, en France comme en Europe, et la convergence de la fermeture de musées nationaux pour se transformer en musées européens est tout à fait frappante. Tous se heurtent à la même double impasse. Comment incarner le patrimoine de l'Europe et lequel ? Interrogation particulièrement pressante, on s'en doute. Mais qu'en est-il ailleurs, hors des frontières d'une Europe en quête de ses propres repères ? Peut-on retrouver des questionnements du même type, des phénomènes socio-culturels et politiques similaires de l'autre côté de la Méditerranée, dans cette Algérie si longtemps associée au destin de la France ? Les constantes et les autres. Le 5 juillet 1962, l'État national qui voit officiellement le jour en Algérie, hérite, avec ses structures administratives, de nombre de valeurs idéologiques de l'ancienne puissance occupante. À commencer par la notion même de patrimoine. Ainsi, lorsque les nouvelles autorités algériennes, fortes de leur légitimité révolutionnaire, prennent les commandes du jeune État, le patrimoine a déjà derrière lui une histoire vieille de plus d'un siècle. En effet, comme le rappelle Nabila Oulepsir, invention moderne, l'idée de patrimoine est une création de la société occidentale soumise à ses propres conditions d'évolution. L'approche en a été introduite en Algérie au XIXe siècle, avec la colonisation de ce territoire. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de voir la nouvelle direction politique du pays s'inspirer directement des principes et des pratiques du régime colonial en matière de protection et de gestion des biens et symboles culturels. Elle reconduit ainsi, apparemment sans état d'âme, la mystique jacobine du patrimoine, mystique qu'elle combine au demeurant avec un panarabisme militant. Le programme de Tripoli, juin 1962, dispose ainsi que Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.